Aujourd'hui, nous demandons de l'aide du public pour identifier d'éventuelles victimes d'une escroquerie amoureuse que nous pensons être vaste et sinistre. C'est un épisode très inhabituel de Prime Crime, car le FBI nous a demandé de participer à une enquête en cours, ce qui est extrêmement rare. Mais cette affaire est tellement extraordinaire qu'il demande votre aide pour traduire en justice ce présumé auteur. Les autorités fédérales affirment qu'Aurora Phelps, âgée de 43 ans et originaire de Las Vegas, a ciblé et drogué des hommes âgés avec des quantités dangereuses de sédatifs. Elle volait ensuite tout ce qu'elle pouvait. Aurora Phelps est accusée d'avoir dirigé une escroquerie internationale de rencontres qui a tourné au drame. Je ne sais pas s'il y a une meilleure façon de la décrire qu'une arnaque amoureuse puissance 10. Franchement, c'est vraiment ça. Après avoir obtenu ce qu'elle voulait, leurs biens, nous pensons qu'elle a tué certains de ces individus. On pourrait dire qu'elle est une tueuse en série. Jusqu'à présent, le FBI connaît 11 victimes, mais il pourrait y en avoir d'autres. Elle est vraiment une prédatrice sans égale. Ce qu'elle a fait à ces hommes, comment elle les a escroqués, comment elle les a attirés, comment elle les a séduits. Je n'ai jamais rien vu de tel en 44 ans à couvrir les faits divers. Mon père, John Weens, était un homme incroyable et talentueux, qui a été ingénieur pendant la majeure partie de sa carrière. Il adorait peindre. Il aimait ses chiens. Nous essayons de le contacter et il ne répondait pas à son téléphone. Nous avons appelé la police pour qu'ils aillent vérifier qu'il allait bien, et ils sont entrés et ont dit qu'il semblait que l'endroit avait été quitté précipitamment. C'est à ce moment-là que j'ai fait un signalement pour disparition. Nous avons en fait entendu parler d'Aurora Phelps en 2022. Un signalement pour disparition avait été déposé pour un homme ici, à Las Vegas. Je pense que ce qui rend cette affaire si intéressante, c'est qu'elle a commencé simplement comme une disparition et qu'elle s'est transformée en ce qu'elle est aujourd'hui. La première victime présumée d'Aurora Phelps, qui a attiré l'attention du FBI, était un homme nommé John Weens. Et pour son fils Mike, qui a signalé sa disparition, il y avait quelques éléments qui ne collaient pas. Le voisin était simplement allé là-bas parce que la porte était entr'ouverte, qu'il n'avait pas vu sa voiture depuis quelques jours et qu'il avait remarqué que son chien aboyait. Il n'avait jamais laissé son chien, même pour une nuit, sans que quelqu'un s'en occupe. Donc oui, c'était très inquiétant. Donc, en moins de 2 semaines, je suis allé à Las Vegas. Je suis entré dans la maison et, vous savez, on savait que quelque chose n'allait pas. Il y avait une pile de vieux permis de conduire sur son bureau et son ordinateur portable était sur le bureau. J'ai emporté l'ordinateur portable chez moi et j'ai pu y accéder et consulter ses emails, qui montraient déjà toutes sortes d'achats étranges. La famille a bien vu ses débits frauduleux et ses achats de Dior et d'autres choses. Ils se sont dit « Mon père n'achèterait jamais ces choses-là ». Le département de police métropolitaine de Las Vegas, j'avais déjà travaillé avec un détective là-bas. Et il m'a appelé en disant « Hé Zach, j'ai cette affaire. J'ai fait tout ce que je pouvais avec cette affaire. Peux-tu nous aider ?» J'ai compris alors qu'il se passait quelque chose de plus. Aux alentours de décembre 2022, nous avons ouvert une enquête. Nous avions encore l'espoir qu'il allait revenir à ce moment-là. En parlant à Mike Weens, les agents trouvent un indice dans quelque chose que John lui-même avait dit à sa famille. Il a dit qu'il en avait assez d'être seul et qu'il voulait trouver quelqu'un. Je pense qu'il avait un peu de mal avec les rencontres et on était un peu inquiet qu'il utilise des applications de rencontres pour rencontrer des gens. Et il était en fait confiant. Il pensait savoir ce qu'il faisait. Il a même dit à sa famille « J'ai un rendez-vous avec une femme que j'ai rencontrée sur une application de rencontre.
Il était enthousiaste à ce sujet, d'après ce qu'a dit la famille. Et donc il a rencontré Aurora dans un restaurant local. Jusqu'à présent, tout ce que les enquêteurs ont, c'est ce nom, Aurora Phelps. Alors ils commencent à chercher qui elle est exactement et si elle a un lien avec la disparition de John. Aurora a 44 ans. Elle est en fait née en Californie, mais elle a grandi à Guadalajara, au Mexique, et y a vécu avec sa famille. Et au début de l'âge adulte, elle avait déménagé aux États-Unis, en Arkansas, où elle s'est mariée, puis a ensuite divorcé. Elle a déménagé à Las Vegas et s'est remariée. Elle vivait avec son nouveau mari ici à Las Vegas. Ils avaient une fille et ils vivaient simplement dans un appartement près du centre-ville. Il semble qu'Aurora construisait sa marque en tant qu'influenceuse sous le nom de Boreas. À mesure que l'influence devenait une tendance, je pouvais voir sur les réseaux sociaux, elle avait des comptes où elle faisait des vidéos d'unboxing avec des articles de luxe, où elle déballait par exemple un sac à main de luxe, et le montrait. Et je crois qu'elle aimait ce sentiment non seulement de « Hey, regardez ce que j'ai, regardez ce bel objet, cet objet coûteux que j'ai », mais aussi cette mise en avant, ce sentiment d'importance. Je pense qu'elle se sentait comme une superstar à ce moment-là. Elle avait l'impression d'être au sommet du monde. Elle recevait de l'attention de la part des gens. Elle est sur les réseaux sociaux. Elle nous montre ses cadeaux coûteux qu'elle s'est offerts. C'est comme gagner à la loterie. Cela explique peut-être les achats Dior soudains sur les cartes de crédit de John Wynn. Des achats étaient effectués et expédiés directement chez elle, chez Aurora. Et à mesure que les agents approfondissent leur enquête, ils découvrent qu'Aurora utilisait plusieurs surnoms ou pseudonymes différents sur les réseaux sociaux. Vous avez Aurora Phelps, Aurora Alvarez, Aurora Flores, Velasco. Et puis elle avait des surnoms sur les réseaux sociaux, comme Sissi, Boreas, Bori, Laura. Toutes sortes de surnoms. Nous avons réalisé que cela pouvait être un peu plus qu'une simple personne disparue, ce qui a ouvert les portes de notre enquête et nous a amené à comprendre qu'il n'y avait pas seulement une victime, mais potentiellement une victime décédée et qu'il pourrait y avoir d'autres victimes également. Lorsque les enquêteurs arrivent au fond de l'histoire de John Wynn, ce qu'ils vont découvrir est presque inimaginable. Mais cela va prendre du temps. Pour l'instant, ils rembobinent et reviennent tout au début de l'histoire d'Aurora Phelps. Lorsqu'une enquête débute, elle commence souvent par un retour en arrière. Où a-t-elle débuté, d'où venait-elle et ce qu'elle a pu faire ou où elle était auparavant. Souvent, c'est ainsi que les affaires évoluent, en regardant dans le passé et en voyant où ils étaient et ce qu'ils ont fait. Cette charmante ville historique de l'Arkansas semble être l'endroit où les activités criminelles présumées d'Aurora ont commencé. Sa première victime présumée était son tout premier mari, Alejandro Alvarez. Ils avaient divorcé et lorsqu'il a obtenu la garde de leurs 3 enfants, elle aurait apparemment porté une fausse accusation contre lui, affirmant qu'il l'avait maltraité. Elle s'est retournée contre Alejandro Alvarez, donnant à son frère, Abraham, au Mexique, des instructions malveillantes sur la façon de falsifier l'identité de l'appelant, de faire croire qu'il provenait du téléphone d'Alejandro, de la menacer et de le conseiller sur la manière d'envoyer des messages textes menaçants. Je ne peux qu'émettre l'hypothèse qu'elle voulait simplement se venger de son mari pour avoir la garde de ses enfants et qu'elle voulait ses enfants avec elle. Donc, une accusation de maltraitance dans une bataille pour la garde des enfants, cela contribuerait grandement à atteindre cet objectif. Mais la police a découvert son stratagème présumé. Au lieu de lui rendre ses enfants, ils ont émis un mandat d'arrêt. Aurora aurait alors quitté la ville et déménagé à Las Vegas pour y refaire sa vie. Aurora faisait partie de groupes et chantait dans des bars. À un moment donné, elle travaillait dans un restaurant. À un autre moment, elle vendait des multipropriétés à Las Vegas, mais il ne semblait pas qu'elle ait une source de revenus stable ou un emploi régulier. Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées
et vendus à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetés et vendus en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire. Au début, Aurora vivait avec des amis à Las Vegas, y compris son ancien colocataire, Sergio Herrera. Et il se souvient que c'était une période mouvementée, pour le moins. Nous avons vécu ensemble environ 1 an et demi. Parfois, c'est vraiment bizarre, tu sais. Elle change d'attitude en 3 minutes, tu vois, et elle devient complètement folle. Son petit ami a emménagé avec nous, tu vois. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu viens avec ton petit ami pour vivre avec nous, tu vois. Donc, on s'est un peu disputé et je ne suis pas content de ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit, tu sais quoi? Ton petit ami doit partir. Et je pars travailler, et quand je reviens du travail, elle a changé la serrure de la porte. Donc j'ai dû appeler les flics parce que, tu sais, je paye le loyer et tout. Donc c'est la dernière fois que je vois Aurora. On m'a dit qu'elle est enceinte. Et finalement, elle l'a épousé. Il s'avère qu'une amie commune avait même mis Sergio en garde contre Aurora. Blanca Jiménez connaissait Aurora depuis l'enfance et elles sont restées proches au fil des années. Blackie m'a dit qu'une de ses amies l'avait appelé et lui avait dit « Tu sais quoi? Fais attention à Aurora. Elle est folle. » Aurora s'est installée à Las Vegas avec son nouveau mari et sa petite fille. Mais il s'avère qu'elle est retournée en Arkansas pendant un certain temps. Et c'est à ce moment-là, semble-t-il, qu'elle a commencé à développer ce prétendu mode opératoire consistant à s'en prendre aux gens pour leur argent. Sauf que cette fois, c'était pas un homme qu'elle visait. Elle a commencé en Arkansas avec une amie. Elles étaient amies depuis environ 3 ans avant cet incident. Je pense que c'était simplement une opportunité qui pouvait être mise en place rapidement pour obtenir de l'argent. Elle avait rencontré cette femme dans une chambre d'hôtel et l'avait potentiellement droguée. Nous avons appris qu'elle avait drogué son ami pour usurper son identité et lui voler de l'argent. La femme s'est réveillée seule dans une chambre d'hôtel après avoir perdu connaissance, pour découvrir que son portefeuille avait disparu, puis elle a vu des prélèvements sur sa carte de crédit. Heureusement, cette femme n'est pas morte. Mais cela soulève d'autres questions. Qu'a-t-elle fait? Où est-elle allée? Combien d'autres victimes, vivantes ou mortes, existent-ils? Était-ce une sorte de test pour Aurora? Avait-elle réussi à mener à bien cette petite escroquerie et compris qu'il pourrait y avoir de plus gros poissons à appâter? Elle a commencé à s'aventurer dans le monde des rencontres et, vous savez, à utiliser des arnaques sentimentales, si l'on peut dire, pour attirer des hommes qui avaient beaucoup plus d'argent que son ancienne amie. Je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'il y avait beaucoup plus à tirer de tout ça et qu'il y avait beaucoup plus à gagner en s'en prenant à des victimes de ce genre. Eh bien, elle est devenue plus habile dans sa manière de commettre ses crimes et d'obtenir de plus en plus d'argent à chaque escroquerie qu'elle organisait. Combien de fois pouvait-elle s'en sortir? Combien de temps cela pouvait-il durer? Quelle somme maximale puis-je obtenir d'une personne et comment développer cela? Elle a trouvé la tirelire. Ces hommes qui avaient des revenus stables, soit de gros comptes d'épargne ou des pensions, des prestations de sécurité sociale dans certains cas. Et elle savait comment en profiter. Et lorsque nous avons commencé à trouver des preuves reliant cette victime à plusieurs autres victimes, et cela n'a cessé de croître, c'était comme « Waouh! Nous avons affaire à quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant ici. »
Son stratagème était assez simple en ce qui concerne les sites de rencontres, c'est-à-dire, vous savez, elle publie un profil indiquant généralement qu'elle s'intéresse aux hommes plus âgés avec sa photo. Tout homme célibataire qui la voit pense « Voici une femme plus jeune intéressée par les rencontres ». Ce n'est pas rare. J'appuie sur un bouton pour voir si elle répond et, mince alors, elle répond très très vite. Elle s'est rendue attirante, surtout pour les hommes plus âgés. Elle semblait très agréable. Il n'y avait rien de troublant ou de suspect pour quelqu'un qui fréquente le monde des rencontres en ligne. En voyant son profil, on ne soupçonnait rien. Les gens la décrivent comme étant facile à aborder, polie et charmante, mais elle est capable de changer de personnalité pour correspondre à ce que la personne imagine, n'est-ce pas? Et à ce que cette personne recherche. Elle a la capacité d'activer et de désactiver différentes facettes de sa personnalité. C'est presque comme s'il y avait 10 personnes différentes en une seule. L'un des tout premiers hommes à avoir répondu aux publications d'Aurora vivait près de Las Vegas. Et cela s'est passé environ 1 an et demi avant John Wiens. Il a eu une longue carrière dans l'industrie du cinéma. Il a travaillé à Hollywood. Au moment des faits, il était à la retraite, à l'aise, et profitait de la vie dans la soixantaine. Et je pense qu'il cherchait simplement quelqu'un à fréquenter de façon décontractée, et il s'est inscrit sur des sites de rencontres pour essayer de rencontrer quelqu'un. Et c'est là qu'il a rencontré Aurora Phelps. Ils ont en fait commencé une sorte de relation amoureuse. Ils se retrouvaient en personne pour des déjeuners. Mike Wiens, dont le père aurait été victime, a également parlé à cet homme de son histoire. Il a essayé de ne pas poursuivre de relation avec elle. Elle a insisté et s'est rendue chez lui avec de la nourriture. À un moment donné, ils ont commandé de la nourriture et l'ont laissé sans surveillance. Sont revenus et ont commencé à manger, puis il s'est évanoui et on estime qu'il a été retenu chez lui pendant environ 5 jours. Il m'a dit qu'il se souvenait s'être réveillé brièvement alors qu'elle lui enfonçait encore plus de comprimés dans la bouche. Et nous supposons que pendant ces 5 jours, il a continué à recevoir des drogues. Et à un moment donné, elle était partie, il a pu sortir du coma et trouver un double des clés de voiture qu'il avait caché quelque part. Il a essayé d'aller à l'hôpital et il a eu un accident de voiture. Il était dans un état tellement grave. Il a reçu des soins médicaux et il est sorti de l'hôpital quelques jours plus tard. Sa sœur a été prévenue et elle est venue à Las Vegas pour s'occuper de lui. Cette arnaque a lieu à Vegas chaque nuit dans chaque casino. Quelqu'un glisse quelque chose dans le verre d'un homme ou d'une femme. Ils montent à l'étage, se réveillent sans leur montre et avec une grosse facture sur leur chambre d'hôtel. C'est ce qui se passe. Elle a porté ça à un tout autre niveau. Cette victime présumée était en sécurité et a fini par se rétablir, mais il a subi de très graves souffrances financières et émotionnelles. Il a découvert que son iPad avait disparu, son portefeuille avait disparu, son iPhone avait disparu. Et une fraude avait été commise sur son compte bancaire. Et elle a tenté de liquider 3,3 millions de dollars de ses actions E-Trade. Et ensuite, depuis son compte USAA, 65 000 dollars ont été transférés. Il a dit qu'elle avait essayé de voler sur son compte Apple. Elle changeait les mots de passe et essayait de... Elle n'a pas réussi à faire ça. C'est pourquoi je pense qu'elle a fait en sorte que les personnes suivantes meurent. Vous avez travaillé toute votre vie pour économiser ce pécule et avoir ce revenu. Et tout vous est enlevé. Et à un âge avancé où, vous savez, les gens sont vulnérables. Et donc, quand cela arrive, je suis sûr que leur état émotionnel se dégrade fortement. Il voulait que je sache ça, tu sais. Ça veut pas dire que ton père n'était pas intelligent. Parce que c'est arrivé, parce que... Il a dit que cette personne n'a donné aucun signe que cela allait lui arriver. Tu sais, elle n'a pas demandé son statut financier ni rien de tout ça. Le gars va se sentir idiot. Il ne veut pas l'admettre à sa famille, il ne veut pas non plus se l'avouer à lui-même, pour être honnête. Je pense que c'est ce qui se passe dans beaucoup de ces cas. L'impact d'une arnaque de ce genre a des effets psychologiques profonds. C'est ce qui se passe après un traumatisme, car les victimes n'ont plus confiance et doivent trouver comment se reconstruire après tout ça.
Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le FBI veut que nous partagions ces histoires. Il y a cette peur ou cette inquiétude qu'il peut y avoir d'autres victimes qui ne veulent tout simplement pas signaler ce qui leur est arrivé. Il ne s'agit pas seulement de dire « j'ai perdu mon argent », mais maintenant, j'ai aussi cette peur de le signaler. Est-ce que j'ai vraiment envie de dire à ma fille, à mes petits-enfants, que je suis allé sur un site de rencontre et non seulement j'ai fait ça, mais en plus je me suis fait arnaquer par quelqu'un qui a la moitié de mon âge? Et vous savez, cela cause une gêne, l'une de nos plus grandes préoccupations dans cette affaire. Vous trouverez les coordonnées du FBI à la fin de cet épisode si vous avez des informations et souhaitez les contacter. Environ 6 mois après l'affaire précédente, il semble qu'Aurora est frappée de nouveau. Sa prochaine victime présumée était un retraité vivant de l'autre côté de la frontière au Mexique. Je m'appelle Robert Kerber. Les gens m'appellent Po. Les gens m'appellent Baba. Ouais, on m'a appelé de bien des noms. Qu'est-ce que tu fais? Je suis machiniste de scène et membre de la section locale 16. Je travaille dans ce métier depuis 44 ans. J'ai travaillé avec des grands noms comme Muddy Waters, Dolly Parton. J'ai eu la chance de partir en tournée avec les Stones, U2, Guns N' Roses, Ozzy, Pink Floyd, Paul McCartney, Genesis, David Bowie. C'est impressionnant. En gros, à partir quand j'ai débuté dans notre syndicat local de la scène, c'était ce qu'il me fallait de mieux parce qu'il avait de l'expérience, il était assez audacieux et ne se retenait pas. Mais Beau était vraiment un gars très affectueux. Il m'a montré ça dans la façon dont il me traitait comme collègue, comme ami et comme... C'est quelqu'un qui l'a accompagné ou guidé. Le FBI n'a entendu parler de Beau Herbacher que bien après le début de l'enquête. Nous avons commencé à enquêter sur lui, et lui aussi a été signalé comme personne disparue par sa famille en 2021. Il cherchait plus ou moins à savoir où il se trouvait depuis plus d'1 an, lorsque nous les avons contactés et demandé des informations sur le signalement de disparition. Il avait adopté des enfants, il avait un grand cœur d'après ce que sa famille dit de lui. Il avait déménagé au Mexique, je pense, simplement pour changer de mode de vie, changer de rythme puisqu'il était à la retraite. Beau semblait, vous savez, profiter de cette vitesse de croisière qu'il avait trouvée, voyez, en descendant là-bas, être au soleil. Il y a toute une communauté d'expatriés au Mexique. Et eux, vous savez, ce sont des ingénieurs et des professionnels à la retraite qui, vous savez, n'étaient pas millionnaires, mais ils avaient des économies solides et une bonne pension, et ils peuvent très bien vivre là-bas et s'amuser. Ils peuvent passer du temps avec d'autres expatriés. Mais ils peuvent aussi croiser quelqu'un comme Aurora Phelps. Et pour certains de ces gars-là, eh bien, c'était une condamnation à mort. Aurora aurait approché Beau sur l'application de rencontre Tinder, sous le nom d'utilisateur Sissi. Il s'était rendu à l'hôtel Hard Rock, parce qu'il y a un restaurant là-bas, pour rencontrer Aurora, après l'avoir rencontrée via l'application de rencontre. Comme pour les autres victimes présumées, la famille de Beau a essayé de le contacter et n'a pas pu, ce qui était inhabituel. La famille, qui prend souvent de ses nouvelles et reçoit également un soutien financier de sa part, commence à remarquer, d'accord, premièrement, il ne communique plus. Deuxièmement, le soutien financier n'arrive pas comme d'habitude. Et l'absence de réponse, ou parfois une réponse qui ne ressemble pas à celle de leurs proches, soulève des signaux d'alarme. Dans ce cas, le fils de Beau reçoit apparemment ce message texte rédigé dans un anglais approximatif, où Beau affirme qu'il part s'installer en Équateur et demande d'arrêter de le chercher. La famille de Beau signale quand même sa disparition. Le signalement de disparition a été déposé en Californie, mais il vivait au Mexique. Donc les autorités locales ne pouvaient vraiment rien faire avec ce signalement de disparition. C'est difficile pour la famille américaine d'un de ces gars de lancer une enquête au Mexique. C'est un monde complètement différent là-bas. Et c'est très mystérieux et difficile à gérer. Donc s'ils ont un gars qui est sorti avec la mauvaise fille et s'est fait arnaquer pour de l'argent, où cela se place-t-il dans leur priorité? Nous étions assez confiants qu'il était une victime liée à Aurora après sa disparition. Il y avait des transactions sur son compte. Et puis, il y a eu des achats effectués,
que nous pouvons confirmer qu'Aurora a fait sur ses comptes bancaires. Nous avons simplement pu faire le lien. Il y a eu un rapport indiquant que quelqu'un a contacté le syndicat de Robert Yearbox. Et il semble que quelqu'un, vraisemblablement Aurora, essayait de rediriger sa pension. Et cela correspond bien sûr à d'autres comportements qui lui ont été reprochés. Elle était impitoyable, sans cœur, et elle était prête à tout pour soutirer de l'argent à ses victimes, même après leur disparition. Nous estimons qu'elle a probablement réussi à obtenir environ 300 000. Elle a tenté de soutirer plus de 3,5 millions. Heureusement, cela a été signalé, mais ça, c'est seulement ce que nous savons. Malheureusement, la famille de Boerbacher est restée dans l'ignorance, attendant et se demandant ce qui lui était arrivé. C'est une torture de ne pas savoir où se trouve votre proche, de ne rien comprendre. Est-ce que cette personne est morte, vivante? Comment avancer quand on ne peut pas tourner la page ou avoir de réponse sur quelqu'un qu'on aime et qui a disparu? Lorsque vous commencez à vous pencher sur ces victimes, vous commencez à ressentir presque une responsabilité envers leur famille. Beaucoup semblaient ignorer à qui s'adresser pour obtenir de l'aide. Certains d'entre eux attendent depuis des années pour découvrir ce qui est arrivé à leurs proches. Et c'est devenu très personnel. On développe des liens avec les familles des victimes lorsqu'on enquête sur ce qui est arrivé à leurs proches. Cela vous rappelle que ce n'est pas juste une histoire, ce n'est pas simplement une enquête, ce n'est pas seulement une poursuite judiciaire, de vraies vies sont en jeu ici. Et cela compte. Pour l'agent Zach Franklin, l'affaire de Boerbacher, que le FBI appelle Victime 3, l'empêche presque littéralement de dormir la nuit. Une nuit, je me suis réveillé d'un rêve où Victime 3 me disait « Aide-moi, aide-moi ». Je crois que tout le monde s'est dit « On ne retrouvera jamais le corps de la troisième victime ». Et je suppose que ça m'a aidé à garder espoir, à me dire « Non, il y a autre chose derrière tout ça. Nous devons continuer à creuser ». Environ 1 an et demi après le début de l'enquête, nous avons pu localiser son corps dans une morgue au Mexique. Et c'était incroyable, parce que le Mexique ne garde pas les corps indéfiniment à la morgue. Et pour eux, c'était un inconnu, mais nous avons pu retrouver son corps et le rendre à la famille. C'était très émouvant pour moi et pour eux, parce qu'ils avaient attendu si longtemps pour ramener leurs proches à la maison. Je crois qu'il avait vraiment de l'espoir. Et c'est peut-être ce qui, vous savez, a mené à sa perte. Cet espoir, cette volonté de céder à ce genre de chance de trouver l'amour, vous savez. Et pour moi, c'est vraiment malheureux que ce qu'il considérait comme l'un de ses atouts les plus précieux ait été utilisé contre lui. Je suis désolé. Des histoires déchirantes comme celle de Boerbacher font partie des raisons pour lesquelles le FBI s'adresse à vous, nos téléspectateurs. Toute aide pour identifier d'autres victimes présumées pourrait apporter un peu de justice à leurs proches. Gigi était une figure légendaire, aimée par beaucoup. Et c'est la vérité. Il était ce gars-là. Grand, beau, il parlait bien, il sentait bon, tu sais la totale. Il savait divertir, il savait cuisiner, il connaissait le bon vin. Tu vois ce que je veux dire? Il savait ce qu'il faisait. Il avait de l'expérience. Je me suis dit, je vais tenter le coup. Voici Manuel Gus, aussi connu sous le nom de Gigi, qui parle de ses jeunes années dans l'industrie musicale. Et à l'époque, j'étais fauché comme les blés. Il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Je vivais j'ose même pas dire de paye en paye. C'était une période difficile. Gigi est un autre Américain âgé qui profitait de la belle vie au Mexique quand le FBI a eu vent qu'il y avait un problème. Et il l'appelle victime numéro 4. La victime numéro 4, encore une fois, a été identifiée grâce aux liens que nous avons développés.
Et nous avons pu contacter la famille de la victime numéro 4, qui a confirmé que la victime numéro 4 était décédée en mai 2022. Mais il pensait simplement qu'il y avait quelque chose d'anormal dans les circonstances de sa mort. Lui aussi vivait dans une sorte de banlieue de Guadalajara appelée Ajijic, qui est juste à côté de la ville de Chapala. Il parlait espagnol couramment, donc vivre là-bas, au Mexique, n'était pas difficile pour lui. Il avait une petite communauté sympa autour de lui et il commençait déjà à se faire connaître là-bas dans cette région parce que c'est un bavard, il aime socialiser. Donc ce n'est pas difficile pour lui, c'est un extraverti. C'est comme ça qu'il fonctionnait. C'était un homme âgé comme tous les autres. Il gérait une entreprise là-bas. Il avait à la fois un commerce de restauration ambulante, je crois, et puis sa propre version d'Uber. Eh bien, bon après-midi à tous ceux qui sont sur Instagram. Ici Gigi. Je voulais vous faire savoir qu'aujourd'hui, c'est vendredi, le jour des frites. Donc, si vous n'avez pas encore goûté mes frites au crabe et que vous vivez dans la région du lac Chapala, appelez-moi aujourd'hui. On se reparle plus tard. Sa voiture qui avait disparu, il travaillait comme chauffeur VTC. Son chien avait disparu. Son téléphone avait disparu. Cette victime appelait sa fille très régulièrement. Ils se parlaient tous les jours, puis elle n'a plus eu de nouvelles de son père. Elle a essayé de l'appeler, aucune réponse. Elle a essayé de lui envoyer un message, aucune réponse. Elle s'est donc beaucoup inquiétée et a appelé la police locale au Mexique. Et la police est entrée dans la maison pour vérifier qu'il allait bien. Il l'a trouvé décédé sur le sol de la salle de bain de son domicile. Son ex m'a informé via Instagram. Elle m'a envoyé un long message disant qu'ils avaient trouvé Gigi mort. Elle l'avait appris. Je ne sais pas si c'était par d'autres personnes ou par la famille. Et j'ai dit non. Il n'avait alors aucune nouvelle. Lenny ne savait peut-être pas comment son ami était mort, mais il savait quelque chose sur sa vie au Mexique. Il semble qu'il sortait avec une femme là-bas. Il dit, elle est mexicaine. Tu sais, elle parle plutôt bien anglais. Tu sais, jamais être avec elle. Elle est canon. Plus on parlait, plus il en disait. Puis il mentionne, oui, elle a un mari qu'elle est en train de quitter. J'ai dit, mince. J'ai dit, écoute, fais attention. Et j'ai dit, tu es une cible. Non, t'inquiète, je gère. Non. Le FBI découvre que sa petite amie pourrait très bien être Aurora Phelps. L'un des éléments de preuve clés que nous avons trouvé était un paiement à American Precious Metals Exchange, APMEX, pour une pièce d'or, qui a été envoyée chez Aurora après qu'il ait déjà été retrouvé décédé. Je savais qu'il lui donnait de l'argent. Ça, je m'en souviens. Elle lui demandait quelques centaines par-ci par-là et il lui donnait vraiment de l'argent. Il n'a jamais mentionné qu'elle s'en prenait à ses comptes. Cette affaire montre un prédateur aux dents sans peur. Cette femme n'avait aucune conscience. Elle était prête à faire n'importe quoi, à n'importe qui, pour obtenir ce qu'elle voulait. Et ce qu'elle voulait, c'était leur argent. Je sais qu'il avait assez pour la retraite. Je dis pas que c'est un millionnaire. Il avait assez d'argent pour profiter de la vie là-bas. J'étais contrarié, très contrarié. Parce que c'était ma plus grande peur à propos de son départ là-bas. Être une cible, qu'il lui arrive quelque chose, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il semble qu'Aurora Phelps ait raconté beaucoup de mensonges à Gigi Gus, mais il y avait une chose qui était vraie. Elle était mariée à l'époque. Son mari, connu sous le nom de Cody Phelps, vivait à Las Vegas. Donc la question pour le FBI est, jusqu'où était-il vraiment au courant? D'après nos conversations avec son mari, vous savez, il était discret, sans méfiance. Il ne savait pas pourquoi elle avait vous voyez, les sacs de luxe qu'elle achetait et tout cet argent qui arrivait. Comment peut-on s'en tirer avec quelque chose comme ça juste sous les yeux de quelqu'un d'autre? Je veux dire, il affirme qu'il n'a jamais vraiment vu cette facette de sa personnalité chez elle. Mais leur relation était très instable. Je crois qu'il savait simplement que quelque chose n'allait pas. Mais il ne voulait pas provoquer de disputes, ni faire de vagues. Avait-il peur d'elle? Le menaçait-elle? Comptait-il sur elle pour sa sécurité financière? Se persuadait-il que non, elle ne faisait rien de mal?
Ou bien, non, je voudrais rien dire parce que je suis sûre que j'exagère puis que c'est rien du tout. C'est quelqu'un qui a réussi à mener une vie de couple, à avoir un mari qui pensait que tout allait bien. Mais en même temps, elle vivait entre deux pays, avec la double nationalité, et profitait d'hommes âgés et vulnérables des deux côtés de la frontière. Aurora semble trouver sa prochaine victime présumée très rapidement. Et sans surprise, il correspond au même profil. C'était un citoyen américain qui vivait là-bas. Il était chiropracteur et, encore une fois, il utilisait une application de rencontre et a rencontré Aurora grâce à cette application de rencontre. Et ils ont convenu de se retrouver pour un repas. Peut-être qu'elle l'a drogué lorsqu'ils étaient sortis manger, mais d'une manière ou d'une autre, ils sont retournés chez lui. Et pendant qu'il était à moitié conscient, elle avait libre accès à tous ses documents et comptes. Presque immédiatement, dès qu'elle franchit la porte, Elle fouille dans les tiroirs, comme si au fond, il ne comptait plus. Bien sûr, avec lui, là, les clés sont là et tout, donc on peut entrer assez facilement. Et puis il part on ne sait où pendant qu'elle commence à fouiller. Selon une amie d'Aurora, quand Aurora vivait dans l'Arkansas, elle avait travaillé comme préparatrice en pharmacie. Et elle s'y connaissait un peu en médicaments, y compris les relaxants et les sédatifs. Ces médicaments empêchent de dormir, donc ce n'est pas un sérum de vérité, mais si on leur demande leur mot de passe, tu sais, le mot de passe habituel que tu utilises. Il est fort probable qu'ils vont le donner, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font dans cet état-là. Les règles pour obtenir différents médicaments dans les pharmacies au Mexique sont différentes de celles des États-Unis. C'est beaucoup plus souple là-bas. Tu peux entrer dans une pharmacie et obtenir à peu près tout ce que tu veux. Et donc, il ne serait pas difficile pour elle d'obtenir du Valium ou du Xanax, ou peut-être même quelque chose de plus dangereux, comme un sédatif, ou quelque chose que tu pourrais utiliser pour contrôler quelqu'un. Mais heureusement, cette victime présumée n'était pas seule dans cette maison avec son agresseur. Il avait la chance de vivre là où il travaille. Son entreprise est à domicile. Il a effectivement une femme de ménage qui vit dans la maison. Elle se réveille et trouve cette femme étrange dans la maison. Et elle a été très alarmée en lui demandant ce qu'elle faisait. Aurora a dit qu'il était ivre et que ça l'aiderait à se réveiller. Et donc, elle l'a convainc de l'aider à le mettre dans la baignoire, complètement immergé dans l'eau, pour essayer de le réveiller de son état d'ébriété. Le personnel est effectivement arrivé, les a trouvés dans la salle de bain, et le membre du personnel l'a sorti immédiatement de la baignoire et a appelé les autorités, à la fois l'ambulance et la police. Il se souvient simplement s'être réveillé à un moment donné à l'hôpital, après un coma. La victime affirme qu'il ne boit pas du tout, donc il n'aurait pas pu être ivre. Il devait donc être sous l'effet de quelque chose d'autre. Globalement, cette victime présumée a de la chance d'être en vie, mais il a subi des pertes financières importantes. Il a déposé une plainte auprès de la police, affirmant qu'Aurora avait volé pour 25 000 $ de bijoux, d'argent liquide et d'appareils électroniques. Quand on regarde la plupart des hommes, ils vont être assez naïfs face au fait que, d'accord, si je vais rencontrer cette femme, elle risque de me droguer, peut-être me tuer et prendre tout mon argent. On n'imagine pas qu'une femme peut s'abuser d'eux de cette façon. Mais maintenant, nous devons revenir sur l'homme qui a été la première victime présumée identifiée par le FBI, John Weens, bien qu'il s'avère qu'il était la dernière victime connue d'Aurora Phelps. Son fils, Mike, raconte une histoire à glacer le sang sur ce qui est arrivé à son père après sa disparition apparente. La police, vous savez, à Las Vegas, essayait de communiquer avec mon père. Ils échangeaient des textos, mais ce n'était évidemment pas lui. Elle faisait semblant d'être lui. Et elle disait même qu'il allait prendre un vol pour rentrer à la maison. À une certaine date et à une certaine heure, et je crois que la police de Las Vegas était à l'aéroport, mais personne n'est venu. Mais la police trouve des images de John Weens à l'aéroport de Las Vegas. Sauf qu'apparemment, il se dirige vers le Mexique. Et son fils, Mike, trouve ça très étrange. Il n'était pas habillé comme on s'habille pour partir en voyage. D'accord, il portait juste un vieux survêtement et il n'avait pas ses lunettes. Quand il est descendu de l'avion,
Les images montraient qu'il était en fauteuil roulant. Le fait qu'il soit en fauteuil roulant, c'était énorme. Vous savez, ce n'était pas quelque chose qui aurait dû arriver. Il était dans un tel état qu'il a dû être évacué de l'avion en fauteuil roulant. Elle l'a effectivement emmené de l'autre côté de la frontière, en fauteuil roulant, jusqu'à l'aéroport de Tijuana, en passant par le tunnel qui traverse la frontière. Si on regarde ça d'un point de vue extérieur, on voit une femme avec un homme plus âgé traversant la frontière en fauteuil roulant. C'est comme, peut-être que ça paraît pas si étrange que ça. Je veux dire, si on regarde la différence d'âge, personne ne va forcément remettre en question ce qui semble être la fille d'un homme qu'elle pousse dans un fauteuil roulant. Cela n'attire pas l'attention. Un observateur ne va pas penser « il y a quelque chose, je dois appeler ». Apparemment, le plan était qu'il s'enregistre dans un hôtel à Mexico. Avant qu'il ne s'enregistre à l'hôtel, il avait l'air très éteint ou désorienté. Ils connaissent l'hôtel dans lequel ils se sont enregistrés, et c'est là qu'il est décédé, dans cet hôtel, et il a été retrouvé dans la baignoire. Il était décédé quelques jours après avoir été enlevé. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui droguerait une victime, le mettre dans un fauteuil roulant, l'amener de l'autre côté de la frontière dans le fauteuil roulant? Je veux dire, c'est d'une audace folle. C'était des informations qui arrivaient en continu. D'une manière ou d'une autre, ils ont trouvé cette photo à la morgue. Et ensuite, ils étaient sûrs à 99% que c'était lui, non? Mais ils voulaient que l'ADN corresponde. Et pour ça, ils ont dû l'exhumer. Mais c'était un miracle qu'ils l'aient retrouvé. Il y a eu beaucoup de compétences de la part des enquêteurs, beaucoup de courage de la part des victimes et de leurs familles, du courage pour se manifester. Mais parfois, il faut que tout cela s'accompagne d'un peu de chance. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cas. John Weens était la dernière des victimes présumées d'Aurora. Mais encore une fois, c'est la première dont le FBI avait eu connaissance. Et peu de temps après avoir commencé à enquêter sur son cas, les forces de l'ordre de Las Vegas ont arrêté Aurora, mais pour un autre chef d'accusation. Et celle-ci remonte à l'époque où elle vivait en Arkansas. Oh. Ça fait caca dans ma... Comment? D'accord, mec. T'as des armes sur toi? Non. Pas d'aiguille, pas de lame. Quelque chose comme ça? Monsieur, asseyez-vous s'il vous plaît. Nous passons par le QG. Voici Aurora Phelps enfin arrêtée par la police métropolitaine de Las Vegas, et non par le FBI. Nous irons au QG avec une femme en garde à vue. Votre main vous fait mal? Cette partie-là. Ça fait quelques jours. Elle a été arrêtée en vertu d'un mandat de l'Arkansas. Et à cause de cela, elle devait être envoyée en Arkansas pour voir un juge concernant ce mandat. Quand elle était là-bas, elle a vu un juge et a donné des raisons pour lesquelles elle devrait être libérée. Et à un moment donné, elle a été libérée. Et c'est parce que les chefs d'accusation retenus contre elle concernaient une fraude. Ce n'était pas une accusation d'homicide ou autre chose pouvant la faire détenir. Elle est sortie de prison en Arkansas, a pris un bus et est venue à Las Vegas. Et en fait, elle est partie environ un jour après ça pour aller au Mexique. A pris un vol. Et nous avons été informés qu'elle était là-bas. Et nous nous sommes coordonnés avec l'attaché juridique au Mexique, qui nous a aidés à coordonner avec les autorités locales pour aller l'arrêter pour certains crimes qu'elle avait commis. Dans l'état de Jalisco, au Jalisco, Mexique, le chef d'accusation est le vol, mais c'était lié à notre enquête. Son arrestation au Mexique permet de la retirer des rues et rassure en sachant qu'elle ne fera plus de victimes. Mais les droits procéduraux d'un accusé aux États-Unis ne s'appliquaient pas encore. Il s'assurait d'avoir tout organisé et que tout soit prêt avant d'agir. Aurora a été inculpée au niveau fédéral le 13 septembre 2023. Elle a été inculpée de 21 chefs d'accusation au total. Et dans cet acte d'accusation, elle fait face à des accusations d'escroquerie électronique, fraude postale, fraude bancaire, vol d'identité et 2 chefs d'accusation d'enlèvement,
dont un pour enlèvement ayant entraîné la mort. Le FBI a sans aucun doute continué à enquêter sur Aurora et à recueillir des informations après la première mise en accusation en septembre 2023. Donc, beaucoup de temps passe et il creuse. Il essaie de comprendre toute l'affaire. Nous annonçons aujourd'hui des poursuites pénales contre Aurora Phelps. Les chefs d'accusation dévoilés aujourd'hui portent sur des crimes qu'Aurora Phelps aurait commis contre 4 hommes. En février 2025, le FBI a appris tellement de choses sur d'éventuelles autres victimes qu'ils se rendent compte « Mon Dieu, nous avons une incroyable série de crimes que cette femme a commis. Si nous avons déjà trouvé autant de victimes, qui sait combien d'autres peuvent encore exister? » Une décision est alors prise de faire quelque chose d'inhabituel, et c'est de lever le scellé de l'acte d'accusation afin de pouvoir tenir une conférence de presse, rendre l'affaire publique et voir s'ils peuvent obtenir des informations sur d'autres crimes et d'autres victimes. Pendant ce temps, Aurora Phelps reste incarcérée au Mexique pour des accusations liées à la mort de Robert Bo Herbacher. Aurora Phelps a été condamnée au Mexique à la suite de son procès dans l'affaire Robert Erbach à 37 ans et 6 mois de prison. D'après ce que je comprends, Aurora fait l'objet d'autres procédures à Jalisco, au Mexique, concernant d'autres crimes qu'elle a commis là-bas. Le FBI a confirmé qu'une fois les procédures terminées, Aurora sera extradée. Ce qui n'est pas clair, c'est quelle sera l'ampleur des procédures contre Aurora avant que l'extradition n'ait lieu. Lorsqu'elle sera extradée, elle devra répondre au chef d'accusation énoncé dans l'acte d'accusation fédéral. Donc, c'est 21 chefs d'accusation de fraude et d'enlèvement dans le district du Nevada. Elle risque la prison à vie aux États-Unis. Elle va, espérons-le, passer le reste de sa vie en prison. L'arnaque sentimentale existe depuis la nuit des temps. Ces histoires sont aussi vieilles que la Bible. Mais Aurora Phelps porte cela à un tout autre niveau. Cette affaire est remarquable pour plusieurs raisons. Premièrement, combien de temps elle a réussi à s'en tirer comme ça? Deuxièmement, le fait qu'elle ait pu exploiter ces hommes à ce niveau. Et simplement son audace. Elle s'en fiche. Elle ferait n'importe quoi à n'importe qui pour obtenir ce qu'elle veut. Elle était une accro. Elle était accro à la traque, l'excitation de la traque, peut-être même plus que ce qu'elle obtenait de la traque. Et ça, c'est vraiment effrayant. C'est pourquoi le FBI nous a demandé de raconter cette histoire et pourquoi il vous demande de les aider. Si cela ressemble à ce que l'un de vos proches a vécu ou que vous-même avez vécu, veuillez appeler le FBI avec ces informations. Nous serions ravis de vous parler. Certains signes doivent être surveillés. La période concernée est environ de 2019 à 2022. Y a-t-il eu des fraudes sur ces comptes bancaires? Y a-t-il eu des achats que votre proche n'aurait jamais faits? Des produits auxquels il ne se serait jamais intéressé? Comme Dior, Chanel et d'autres choses? Certains proches remarquent que des articles sont expédiés à Las Vegas alors que leur proche n'a aucune adresse à Las Vegas. Un élément qui devrait vous alerter serait « Hey, mon proche avait de la drogue dans son organisme, mais je sais qu'il ne se drogue pas. » Ou « Il était tellement ivre qu'il a eu un accident. Pourtant, il ne boit même pas. » Si quelque chose vous paraît étrange ou si vous avez un pressentiment, passez un appel ou faites un signalement. Le public, c'est nos yeux et nos oreilles. Et nous ne pouvons pas faire notre travail sans la coopération du public. Si vous avez la moindre information concernant Aurora Phelps ou cette enquête, s'il vous plaît, contactez-nous. Je dirais que l'affaire Aurora Phelps est vraiment l'une de celles qui ressortent le plus, vous savez, dans toute ma carrière. Et je pense que tous ceux qui y ont participé d'une manière ou d'une autre, c'est une affaire difficile à oublier. Mais c'est aussi l'une de celles dont on est fier d'avoir fait partie. Je suis devenu très proche de chacune de ces familles et des victimes. Je partage leur tristesse. Et à cause de cela, on en vient à les aimer, honnêtement. On en vient à les aimer en tant qu'être humain et en tant que personne. C'est
C'est tout simplement incroyable que le FBI ait fait un travail aussi remarquable et les ramener auprès des siens. C'est ici que nous venions pêcher, là-bas. C'est un sacré pêcheur, ouais. Et c'est essentiellement ici que mon père a trouvé son dernier repos. Et tu sais, nous avons dispersé quelques fleurs, dit quelques prières, et l'avons laissé reposer en mer, comme il l'avait demandé.